Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, l'opération qui permet littéralement aux machines de comprendre notre monde visuel. C'est vraiment le moteur qui se cache derrière la reconnaissance d'images, les voitures autonomes et bien plus encore. Alors, voilà notre programme. On va commencer par l'idée de base, le concept du filtre. Ensuite, on verra comment ça a provoqué une véritable révolution dans les architectures de l'IA. On explorera aussi les variantes plus modernes et les défis actuels. Et pour finir, on se demandera pourquoi, encore aujourd'hui, les convolutions restent si importantes. Tout part d'une question qui a l'air simple, mais qui est en fait incroyablement compliquée. Pour un ordinateur, une image, ce n'est rien d'autre qu'un immense tableau de chiffres. Alors comment on passe de cette grille de données brutes à une vraie compréhension? Comment la machine peut se dire « Ah, ça, c'est un chat » ou « Attention, ceci est un panneau stop ». C'est là que se trouve le vrai enjeu. Le but, ce n'est pas de mémoriser l'image pixel par pixel. Non, le but, c'est de détecter des motifs, une ligne droite, une courbe, une texture particulière, et de comprendre comment ces petits bouts s'assemblent pour former un objet complet, peu importe où il se trouve dans le cadre de l'image. Eh bien, pour résoudre ce puzzle de la reconnaissance de motifs, les chercheurs ont mis au point une solution mathématique qui est à la fois super élégante et très puissante, l'opération de convolution. C'est vraiment le cœur du réacteur, et c'est ce qu'on va décortiquer maintenant. L'analogie de la loupe de détective, elle est parfaite pour ça. Imaginez que chaque loupe est spécialisée. On en a une qui ne cherche que les lignes verticales, une autre les coins, une troisième une texture un peu granuleuse. Et en passant systématiquement ces différentes loupes sur toute l'image, on finit par créer une carte qui nous dit où se trouve chaque indice. Dans le jargon technique, cette fameuse loupe, on l'appelle un noyau ou un filtre. Ce n'est rien de plus qu'une petite grille de nombres. Et attention, ces nombres ne sont pas choisis au hasard. C'est le réseau de neurones lui-même qui apprend, pendant son entraînement, les valeurs parfaites pour que chaque noyau devienne un véritable expert dans la détection d'une caractéristique bien précise. D'un point de vue mathématique, voilà à quoi ça ressemble. Le principe est vraiment simple. On prend notre noyau, ce filtre K, et on le pose sur une petite zone de l'image de départ, X. Là, on fait une multiplication, case par case, entre les valeurs du noyau et les pixels qui sont juste en dessous. On additionne tous ces résultats et ça nous donne un seul et unique chiffre dans notre nouvelle image, la carte de sortie Y. C'est ce processus qu'on répète sur toute l'image qui va faire ressortir les motifs. Allez, on décompose le mouvement. C'est une petite chorégraphie en 4 temps. D'abord, on place le noyau. Deuxièmement, on multiplie les valeurs. Troisièmement, on additionne tout ça. Et enfin, quatrième temps, on décale le noyau d'un cran pour recommencer sur la zone voisine. C'est ce balayage méthodique qui construit petit à petit notre carte des caractéristiques. Bien sûr, on peut régler cette chorégraphie avec quelques paramètres. Le pas ou stride, c'est la distance de décalage du noyau à chaque étape. Ça va influencer la taille de l'image en sortie. Le rembourrage ou padding, c'est l'idée d'ajouter une bordure de pixels, souvent des zéros, autour de l'image. Ça permet de bien traiter les pixels qui sont sur les bords. Et enfin, la dilatation, ça consiste à espacer les points du noyau pour qu'il puisse regarder une zone plus large sans pour autant coûter plus cher en calcul. Bon, maintenant qu'on a compris le mécanisme, on va voir comment cette opération, en apparence toute simple, a déclenché une véritable révolution dans le monde de l'intelligence artificielle. Fait intéressant, l'idée vient de la biologie, des travaux menés dans les années 60 sur le fonctionnement du cortex visuel des chats. Après quelques modèles précurseurs comme le Néocognitron ou le Net5 qui ont montré que ça marchait, le vrai tournant, c'est 2012. Cette année-là, un modèle appelé AlexNet a littéralement pulvérisé la concurrence au grand défi ImageNet. Ça a été le Big Bang du Deep Learning. La preuve était faite, les réseaux de neurones à convolution profond, entraînés sur des tonnes de données avec des cartes graphiques, c'était l'avenir. La course à la profondeur était lancée. Sauf que cette course à la profondeur a vite rencontré un mur. Comme le dit très bien cette citation tirée de l'article de recherche sur ResNet, à un moment donné, rajouter des couches ne servait plus à rien. Pire, les performances se cassaient la figure. Le réseau devenait tout simplement trop complexe pour être entraîné correctement. Et la solution apportée par ResNet est aussi simple que géniale. Les connexions résiduelles ou raccourcies. Regardez le schéma, c'est très clair. Ces connexions permettent au signal de sauter par-dessus une ou plusieurs couches. L'information circule beaucoup plus librement à travers tout le réseau, ce qui résout ce fameux problème de dégradation. Et cette astuce, elle a ouvert la porte à des architectures incroyablement profondes. La convolution standard était donc très puissante, mais elle demandait aussi énormément de calculs. Pour faire tourner ces modèles sur des appareils plus modestes comme nos smartphones, il a fallu se montrer encore plus malin et trouver des alternatives. L'idée clé a été de décomposer la convolution en 2 étapes plus légères. C'est ce qu'on appelle la convolution à séparabilité de profondeur. La première étape, c'est le filtrage depthwise. On applique un filtre différent pour chaque canal de couleur de l'image, par exemple.
Et la deuxième étape, Pointwise, vient combiner intelligemment les résultats de tous ces canaux. Le résultat final est presque le même qu'une convolution normale, mais ça coûte beaucoup moins cher en calcul. Ce visuel montre bien la différence. À gauche, on a le bloc de convolution classique, bien massif. Et à droite, son remplaçant, le bloc Depthwise Separatable, avec sa structure en deux temps bien distincte. C'est vraiment cette architecture qui est au cœur de la plupart des modèles de vision par ordinateur qu'on utilise aujourd'hui sur nos téléphones. Une autre variante très astucieuse, c'est la convolution dilatée. Ici, l'idée est d'étirer le noyau en laissant des trous entre ses points. Le noyau a toujours le même nombre de paramètres, donc il ne coûte pas plus cher, mais il peut voir une zone bien plus grande de l'image. C'est super utile pour les tâches qui demandent de comprendre le contexte global, comme la segmentation d'images ou même le traitement audio. Ce graphique résume parfaitement l'impact de toutes ces innovations. La tendance est flagrante. Les premiers modèles, comme VGGNet, étaient de vrais monstres de calcul. Puis, grâce à des architectures plus intelligentes comme ResNet, et surtout MobileNet, qui utilise massivement les convolutions séparables, on a réussi à obtenir des performances équivalentes, voire meilleures, avec une fraction des opérations. L'efficacité est devenue un critère tout aussi important que la précision brute. Alors, on pourrait se dire, avec toutes les nouvelles architectures qui apparaissent, comme les fameux Transformers, est-ce que la convolution est dépassée? Eh bien non, elle reste ultra pertinente. Et la raison, c'est qu'elle repose sur quelques principes fondamentaux qui sont juste parfaits pour traiter des données visuelles. En fait, son succès repose sur 3 idées géniales. La première, c'est le partage de paramètres. Au lieu d'apprendre un détecteur de ligne verticale pour chaque zone de l'image, on en apprend un seul, notre noyau, et on le réutilise partout. C'est d'une efficacité redoutable. La deuxième, c'est l'invariance à la translation. Grâce au balayage, le réseau se fiche de savoir si le chat est en haut à gauche ou en bas à droite. Et enfin, il y a la hiérarchie des caractéristiques. Les premières couches voient des choses simples, comme des lignes, et les couches suivantes assemblent ces briques, un peu comme des Lego, pour reconnaître des objets de plus en plus complexes, comme des visages. Ce qui nous amène à la question finale. La convolution a régné en maître sur la vision par ordinateur pendant une bonne décennie. Mais aujourd'hui, de nouvelles approches, inspirées du traitement du langage comme les transformers, obtiennent des résultats impressionnants justement en laissant de côté certains de ces principes. On est peut-être à l'aube d'un nouveau grand changement. La seule chose certaine, c'est que la quête pour que les machines voient et comprennent le monde est encore loin, très loin d'être terminée. Merci d'avoir suivi cette analyse.